Salut tout le monde, c'est Jojol. Ça va faire 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai jamais arrêté. C'est un très gros chiffre, hein, ça représente quand même un tiers de ma vie. J'ai commencé à 17 ans et aujourd'hui j'en ai 27. Le temps passe super vite. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement cool de faire une vidéo où je réponds à vos questions spéciales 10 ans. Avant toute chose, je tenais encore à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je suis encore là, que j'ai la possibilité de vivre à temps plein de mon activité depuis 5 ans et que vous me motivez tous les jours à continuer. Donc un très grand merci. Alors j'ai eu pas mal de questions qui m'expliquent pourquoi je me suis lancé sur la plateforme, quels ont été mes objectifs au début, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur une chaîne YouTube. On va commencer étape par étape. Alors il y a 10 ans, j'étais soit en seconde, soit en première. J'avais déménagé. Au lycée, je connaissais personne. Il fallait que je me refasse des amis. Et je ne savais pas trop quoi faire de mon temps libre. On avait déménagé tout simplement pour que mon père soit plus proche du travail. Et également pour quitter des problèmes familiaux. Ah, les sacrés problèmes de famille, hein. Il y en a chez tout le monde. Pas de chance, c'était la période où les entreprises licenciaient. Eh bien, ça a été le cas pour mon père. Mon père au chômage, ma mère au foyer. Pas vraiment d'amis. Niveau revenu, c'est pas la pleine joie car mon père était ouvrier. Bref, j'étais dans une situation pas vraiment glorieuse et j'ai voulu trouver une solution pour plus penser à tous ces problèmes. C'est à cette période-là où je m'intéressais au jailbreak. En gros, on craque son iPhone, son iPod Touch pour installer des logiciels pas officiels. Il y a un blog que je suivais qui est iPod Touch is the Pro, où tous les jours on avait des articles dans ce domaine-là. Et il y avait une fois un recrutement pour devenir modérateur. J'ai postulé et j'ai été pris. Je faisais partie d'une team, je me sentais utile. Bref, à côté du lycée, j'étais blogueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de ce site avait lancé sa chaîne YouTube. C'était même d'ailleurs le premier YouTuber dans le domaine tech, même si c'était ultra ciblé. Et quelques mois plus tard, je me dis, ah mais ça pourrait vachement être cool en fait finalement de faire également moi de mon côté une chaîne YouTube pour que je puisse transformer mes articles en articles vivants. C'est à ce moment-là que j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à faire mes vidéos avec mon iPhone 3GS que j'avais acheté en occasion grâce à l'argent que j'avais gagné lors d'un job d'été. Dans un premier temps, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Premièrement parce que je me sentais seul. Dans ma famille, ça n'allait pas trop. C'était pour moi un moyen de me réfugier dans quelque chose qui me fait pas penser à mes problèmes. Je me suis aussi lancé sur YouTube pour une deuxième raison. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dyslexique, j'ai des problèmes de compréhension et au niveau de l'oral, ça m'arrive d'avoir pas mal de blocages. J'ai eu des retards au niveau de la parole et tout ça fait que je n'ai pas une très bonne aisance à l'oral. Ça m'arrive souvent par exemple que je fasse des fautes oralement. Souvent je transforme le féminin en masculin. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire quand je fais des fautes pour essayer de m'améliorer. Je le fais pas du tout exprès. Et du coup en fait le fait de se filmer, à chaque fois c'est un entraînement. Et le but derrière c'était aussi de m'améliorer. Alors il y a eu des très gros changements par rapport à mes débuts, mais ça reste quand même très loin par rapport à ce que j'aimerais. Une question qu'on me pose assez souvent, pourtant je réponds dans pas mal de FAQ, pourquoi le nom Jojol? Jojo c'est pour Johan qui est mon prénom, et elle pour le lièvre qui est mon nom de famille, Jojol. C'est quoi ton meilleur souvenir de ces 10 années événements palier d'abonnés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé de super bons moments. Ces 10 dernières années, j'ai pu voyager dans pas mal de pays, participer à pas mal d'événements, et justement, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre, parce que quand je le vois, c'est tout le temps devant moi, et donc du coup derrière vous, et à chaque fois je me dis waouh, j'en ai fait des choses, je vais vous montrer tout ça. Alors ça c'est super rare que je le montre, mais voici toute ma collection de badges. Bon, il y a encore quelques-unes que j'ai pas forcément mis, mais là c'est une bonne partie, les plus importants. Genre là, bon ça c'est le CES de cette année. Là j'ai le Google I.O. de 2018. Mon premier événement de voiture avec Ford pour tester la Focus RS. Un événement Huawei, ça c'est le MWC 2016. Bref, voilà, ça fait une bonne quantité de choses que j'ai pu faire en 10 ans. Et je peux vous dire, ça a son poids. Là je dois bien avoir 3 kilos de badge. Ou peut-être que j'abuse. J'ai 2 moments de ma vie de youtubeur que j'ai énormément apprécié, qui étaient super importants pour moi. Le premier, c'est quand j'avais dépassé les 100 000 abonnés, j'ai décidé de faire un petit tour de France pour pouvoir vous rencontrer. C'était des rencontres juste incroyables. J'ai encore gardé contact avec certaines personnes qui étaient venues me voir. Même certains sont devenus des potes. Et la deuxième période, qui était quand même une période assez dingue, c'est lors de la sortie de l'iPhone 7, parce que à chaque fois que j'ai sorti une vidéo en rapport avec l'iPhone 7, en quelques jours, elle faisait 1 million de vues. Juste
juste un truc énorme. En un mois, il y a 200 000 personnes qui se sont abonnées en plus sur la chaîne. Bref, c'est le genre de buzz incroyable qu'on vit en général qu'une fois en tant que youtubeur. Et j'ai pu le vivre grâce à vous. Bon, maintenant, c'est revenu à la normale, mais on va pas commencer à se plaindre. C'est quoi la vidéo que tu as le plus aimé faire? Alors ça, c'est une dure question. J'en ai quand même plusieurs, heureusement, que j'ai apprécié tourner et monter, mais celle que franchement j'ai adoré, je l'ai sortie l'année dernière, c'était ma vidéo sur la Model S de Tesla, où d'ailleurs c'est une vidéo qui a pris pas mal de journées de travail. On était 5 à travailler dessus et c'était un moment juste incroyable. J'ai adoré, un truc de ouf, de pouvoir bosser en équipe, de voir plusieurs personnes travailler sur le même projet qui est d'ailleurs prévu pour la chaîne, pour vous. C'était vraiment une super chouette expérience. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Le seul truc où je suis un petit peu déçu, c'est au niveau de l'enregistrement, au niveau du son, où il y a des moments où il y a un petit peu trop de saturation. On fera mieux la prochaine fois. Quelle est la vidéo que tu as trouvée le plus nulle de toutes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une période où j'ai testé plein de sujets, de vidéos différents. L'objectif, c'était de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui marche. Et on va dire qu'il y a 2 vidéos aujourd'hui où je ne suis pas vraiment fan et que je ne me permettrai plus de faire aujourd'hui. La première, c'est quand j'expliquais comment nettoyer l'écran d'un ordinateur. Je disais carrément, il faut faire de la vapeur sur votre ordinateur et de prendre un chiffon. Ok. L'autre vidéo que j'ai faite, et franchement, j'aurais pas dû la faire, mais bon, c'est trop tard, c'est quand j'étais parti aux États-Unis pour l'E3. J'avais pu assister en direct, en vrai, à l'événement d'Xbox. À ce moment-là se déroulait l'événement Apple que je suivais en direct sur mon téléphone. Et je voulais absolument sortir une vidéo rapidement lors de la présentation de ce nouvel iOS. Et je me suis dit, voilà, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont faire une présentation complète de l'iOS. Il faudrait que je propose quelque chose de nouveau. Et là, mauvaise idée. J'ai décidé de faire une vidéo qui avait rien à voir par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, de me créer un personnage, une personne qui donne son avis sur ce nouvel iOS juste en regardant des vidéos pub d'Apple et en regardant leur site internet. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas du tout habitués à ça, de me voir notamment critiquer Apple ouvertement, d'être pas vraiment ouvert d'esprit. Ça n'a pas passé, j'ai pas bien communiqué là-dessus, j'ai pas très bien réfléchi. Bref, dans ma tête à cette époque, je me suis dit, bon ok, ça a pas plu, j'ai testé quelque chose, n'en parlons pas. Sauf que par la suite, j'ai eu quand même pas mal de nombreux retours de personnes qui me suivaient, qui finalement du jour au lendemain ont commencé à me détester. Il y a même certaines personnes qui sont des collègues qui ont tout simplement décidé de me cracher dessus ouvertement sur internet. Bon. Voilà. Alors ça tombe bien d'avoir cette question. Pour toi, quels sont les moments les plus durs à affronter depuis que tu fais des vidéos sur YouTube? Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est le fait qu'autour de soi, on a beaucoup de personnes qui sont gentilles devant toi et qui, derrière ton dos, voilà, t'envoies pas mal de crasse, tu vois, salit ton image même. Bref, des faux culs. Le truc le plus difficile de mon côté, c'est vraiment de prendre du temps vraiment pour moi. On peut se sentir emprisonné dans le monde des réseaux sociaux parce qu'on a toujours une volonté de vouloir partager. Et derrière, c'est vraiment une sorte de drogue. Quand tu es habitué à faire ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Très difficile de faire des pauses, de faire des vraies vacances. Bien entendu, je me plains pas, j'ai fait certains choix. Maintenant, à moi de gérer mes priorités, mon temps. Après aussi, quand tu es youtubeur, tu es ton propre patron, tu as ton entreprise, tu peux avoir des gens à payer, donc tu as un stress continuel parce que si tu fais un mauvais choix, du jour au lendemain, tu peux avoir des sacrés problèmes. Donc du coup, pour moi, les moments les plus durs, c'est vraiment période de stress, le fait que tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi, pour ta famille et pour tes amis, et le fait de voir quelques potes créateurs qui, du jour au lendemain, salissent ton image. Après, en y réfléchissant, ce type de problème, on l'a un petit peu dans tous les boulots, donc on est très loin d'être un cas particulier. Argent, argent, argent. Là, on arrive au fameux moment où justement, c'est surtout pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. On me l'a très souvent demandé, c'est très rare que certains youtubeurs
en parle ouvertement, surtout qu'en France, c'est super tabou. Moi, de mon côté, je n'ai pas de problème avec ça. Je vais vous montrer sur 10 ans tous les revenus que j'ai engendrés par rapport aux vues avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire toutes les annonces publicitaires que vous voyez, que vous cliquez avant de regarder une vidéo sur ma chaîne. Aussi, quelque chose de super important, si je donne ce chiffre, c'est pas pour dire « Eh ouais, super, regardez ce que j'ai gagné, wow, 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 wow !» Ta gueule. Au contraire, je me livre complètement à vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont curieux, qui veulent en savoir un petit peu plus. Ça intrigue, c'est aussi un moyen de casser certains mythes dans l'univers YouTube. Et ça peut aussi aiguiller certaines personnes qui ont éventuellement envie de se lancer sur YouTube. Aussi très important, la somme que je vais vous montrer n'est pas totalement représentatif par rapport à toutes les chaînes YouTube que vous regardez. Ça peut être beaucoup plus pour certains, beaucoup moins pour certains. Alors, on va regarder ensemble, accéder aux données analytiques depuis toujours. Alors, nous avons fait, en 10 ans, plus de 300 millions de vues. C'est juste énorme. Pour la thématique tech, c'est juste énorme. Et là, la somme, ça représente près de 380 000 €. Alors, c'est une très belle somme. Se dire qu'il y a 10 ans, je me le suis lancé sur YouTube, que les 2-3 premières années, j'ai touché aucune rémunération parce que la monétisation n'existait pas. J'avais pas d'objectif de vouloir vivre de ça, de gagner de l'argent avec ça. Et ce qui a été engendré, c'était pas du tout prévu. C'est juste fou. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on peut l'arrondir autour des 400 000 €. On est gentil. Mais n'oubliez pas, cet argent ne va pas directement dans la poche. Hein, ça serait trop bien. Derrière, il faut savoir qu'on a une chaîne YouTube. On est soit auto-entrepreneur ou soit on a une société. Et derrière, on a pas mal de frais. On doit enlever les charges sociales, ces fameuses charges sociales, les différents frais d'avocat, les différents frais de comptabilité, les autres dépenses et surtout les impôts. On peut aussi ajouter à ça le pourcentage du network si vous avez un network. Et fusionner tout ça, en réalité, vous avez plus de 50% de ce montant qui est pris. Allez, bye bye. Bon, nous, on est sympa, on va rester sur 50%. Pour information, si ça vous intéresse un petit peu plus d'avoir des informations complémentaires, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la description. Vous aurez la vidéo d'Alexandre Calvez et également de Sifano qui en parle un peu plus en détail. Donc au final, on enlève la moitié de 400 000, ça fait donc du coup 200 000 € net sur 10 ans. Donc ça veut dire en moyenne, chaque année, ça fait 20 000 €. Et par mois, ça représente 1 700 € en net. Donc c'est comme si j'avais débuté ma chaîne YouTube en ayant par mois 1 700 € net. Cependant, lorsqu'on souhaite lancer des plus gros projets, cette rémunération ne suffit pas du tout et c'est là où les fameux placements de produits sont très importants. Donc là, ça revient à la question, salut, où tu trouves l'argent pour financer tous tes projets? Alors aujourd'hui, la chaîne a bien évolué. On arrive bientôt aux 2 millions d'abonnés. J'ai la chance de pouvoir être énormément sollicité auprès des marques. J'ai la chance de ouf de pouvoir présenter un produit que potentiellement j'allais présenter gratuitement, sauf que là, je suis payé. Après, bien entendu, l'objectivité est important. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent argent, objectif, moins. Justement, c'est super important quand on bosse avec une marque de leur faire comprendre que voilà, au niveau de ce que je vais dire, s'il y a des points négatifs à citer, il faut que je le dise. Et ces marques le comprennent parce que par exemple, si vous achetez un produit en regardant une de mes vidéos, leur objectif c'est que vous soyez satisfait. Et si j'ai caché un point négatif qui se voit fois 1000, vous allez être déçu de votre achat. Vous allez en parler mal du produit sur les réseaux sociaux. Vous allez commencer à lâcher un message en vidéo pour me salir mon image parce qu'en gros j'ai menti ou je ne sais quoi. Les marques ont bien compris que même si on dit des points négatifs sur leurs produits, ça n'a pas forcément freiné l'achat. Au contraire, les personnes quand ils vont acheter le produit vont déjà connaître justement certains défauts. Le produit miracle n'existe pas. Et donc au final, en ayant dit les points négatifs, les personnes vont être encore beaucoup plus satisfaites de leur achat. Donc ça, c'est un truc vachement important à se mettre en tête. Je mettrai également dans la description une vidéo un petit peu plus complète que j'avais sortie il y a environ 2 ans qui parle d'argent et de ma chaîne YouTube, tout ce qui est placement de produits. Bref, grâce à ces partenariats, j'ai la possibilité depuis 3 ans de pouvoir payer des gens qui bossent avec moi, d'organiser des gros voyages, de pouvoir lancer des plus gros projets. C'est juste ouf de se dire que maintenant, tu peux à la fois te rémunérer, mais également rémunérer d'autres personnes.
Et ça encore, c'est grâce à vous. Donc encore un grand merci. Professionnellement, tu penses être comment dans 10 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Alors c'est très difficile de répondre à cette question, comment je me vois dans le futur. Là, ce que je peux vous dire, c'est que ces prochains mois, l'objectif c'est d'avoir un chouette local, d'avoir plusieurs personnes qui bossent avec moi afin de vous proposer un contenu encore beaucoup plus sympa que ce que je vous propose. Du coup là, ça tombe bien pour cette question. Salut Jojo, je te suis depuis pas si longtemps que ça, mais j'aime bien ta façon de présenter les choses, très détendue, très fun. Tu parlais, déjà merci à toi, tu parlais d'un projet de Lyon. Quel est-il? Penses-tu recruter sans le cadre de ce projet? Peut-être à bientôt sur Lyon du coup. Alors en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, oui, je retourne sur Lyon. Je vais prochainement faire une phase de recrutement. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Twitter, sur Instagram et ainsi que sur LinkedIn. Au début, je souhaite tout simplement 2 personnes au minimum dans le coin de Lyon. Une ou un cadreur monteur et une ou un responsable du contenu de la chaîne. Ça veut dire de donner des prochaines idées de vidéos, d'organiser cette vidéo, etc., etc. Donc il faut savoir que l'objectif c'est vraiment d'avoir des personnes qui kiffent le monde de la technologie et qui aient quand même des bonnes connaissances sur les réseaux sociaux. Que penses-tu de l'évolution de YouTube durant ces années? Sinon, continue. Alors ça, c'est une très très bonne question. De mon côté, je trouve que YouTube a énormément changé. Des points positifs, mais également pas mal de points négatifs. La chose que j'apprécie le moins, c'est qu'il faut toujours s'adapter à la plateforme et par rapport aux utilisateurs. Avant, on pouvait balancer une vidéo avec un titre vraiment hyper lambda, une vidéo sans miniature et la vidéo allait être vue par rapport à ses abonnés. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu peux être abonné à la chaîne YouTube et de ne pas être alerté lorsque je sors une nouvelle. D'où le fait qu'il faut appuyer sur le bouton cloche. Donc au final, les créateurs perdent énormément de temps à réfléchir sur voilà quel titre je vais mettre, quelle miniature je vais mettre. Tu peux faire une vidéo géniale de super bonne qualité. Si tu n'as pas mis le bon titre, si tu n'as pas mis la bonne miniature, elle peut faire un gros flop. Alors du coup, on n'a pas vraiment le choix, il faut être aguicheur. Souvent, on utilise le mot putaclic. Moi, je préfère dire aguicheur. Comme les journaux, comme la télé, comme les films, qui va faire vendre, qui va inciter à acheter, à voir, c'est le titre et également l'image. Et c'est pareil sur YouTube. Après voilà, il ne faut pas y abuser. Quand je dis aguicheur, c'est pas aguicheur et mentir. Moi de mon côté, j'assume, je trouve que mes titres sont aguicheurs, mais je ne mens pas. Après, ça peut arriver de temps en temps que j'abuse un petit peu sur un titre. J'avoue, les gens ne cliquent pas sur la vidéo et après retournent en arrière. Ils cliquent sur la vidéo et regardent la vidéo. J'ai environ 50% de taux de visionnage, donc au final, en ce qui concerne les vues, on appelle ça des vues de qualité. Pour moi, putaclic, c'est vraiment un titre très aguicheur, très mensonger, où on va cliquer dessus, mais on voit que le sujet n'a aucun rapport avec le titre. Là, c'est pas le cas. Tu continues à regarder la vidéo. Après, moi, de mon côté, je préférais être à la bonne époque au début où tu balançais tes vidéos avec des titres classiques et que les gens regardent. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut se démarquer, sinon ta vidéo va aux oubliettes. Et moi, de mon côté, je me dis que quand je sors une vidéo, c'est pour que elle puisse un maximum être vue. Si on fait une vidéo juste pour faire une vidéo, que derrière on fait rien pour la rendre visible, je trouve que ça sert à rien. Donc voilà la chose que je n'aime pas chez YouTube, c'est le fait qu'il faut vraiment s'adapter et accepter le changement qu'on t'impose. Sinon, bye bye YouTube. Sinon par contre, en termes de contenu par rapport à avant, on va pas se mentir, on a énormément de choix. Il y en a pour tout le monde. Alors, autre question, pour toi, quelle a été la meilleure innovation high-tech au cours de ces 10 dernières années? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même en 10 ans, ce qui a bien évolué, c'est les smartphones, les assistants vocaux et les produits connectés pour la maison, les voitures électriques et autonomes, et surtout les télés, la technologie d'écran modulaire ou encore écran pliable, c'est juste incroyable. Parmi les produits qu'on a dans le marché, qu'on peut trouver assez facilement, le produit assez innovant, je trouve, c'est quand même les AirPods. C'est fin, on a une bonne qualité de son, on a une très bonne autonomie, une super bonne expérience utilisateur. Bref, c'est vraiment pas mal. Et après, sinon, une des technologies que je kiffe actuellement, qui n'est pas ouvert à tout le monde, puisque c'est quand même pas vraiment donné, c'est notamment le Galaxy Fold avec son écran pliable. Je l'utilise depuis 3 mois et c'est mon téléphone personnel. Et oui, je n'ai pas d'iPhone. C'était quoi ta réaction quand ta chaîne a explosé en abonnés? Alors en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas vraiment eu une grosse explosion.
J'ai eu ma petite évolution entre temps. Il y a un moment avec l'iPhone 7 où j'ai eu un gros boom, mais je suis revenu un mois plus tard sur mes stats de base. La chaîne n'a jamais vraiment stagné. J'ai toujours essayé de trouver des solutions pour pouvoir parler technologie à un maximum de personnes. Moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher des personnes qui ne s'intéressent pas à la tech, qui vont par mon intermédiaire s'intéresser à la technologie. C'est pourquoi ce que je propose, c'est vraiment de la tech grand public. Il faut proposer du contenu simple, pas prise de tête, où on comprend tout, où on a les infos les plus importantes. Et après, s'ils veulent des informations beaucoup plus poussées, ils vont tout simplement voir d'autres personnes. Tout simplement. Il faut être complémentaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je crois que c'est la première fois que je me suis autant dévoilé personnellement sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, allez, ça fait quand même 10 ans, pourquoi pas? Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi, sur ma vie personnelle. Peut-être que maintenant, vous allez comprendre certaines choses ou vous posiez quelques questions. Là, je vous prévois cette année un très gros changement. J'ai vraiment hâte d'être dans mon futur local, d'avoir mes futures personnes qui bossent à temps plein avec moi, qu'on puisse faire des projets juste dingues. Et j'espère de tout cœur que ça va être quelque chose que vous allez kiffer. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!